Une nouvelle administration en RDC. Un nouveau président de la République à la tête de la RDC. Voilà qui a conduit la secrétaire exécutive de la SADC à effectuer une visite de courtoisie au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. La rencontre a eu pour cadre le site présidentiel de Lancélé. Madame Stergonome Laurence Tass a aussi évoqué avec le chef de l'État congolais des questions liées à la prochaine session de l'ensemble régional et la vision de la SADC. The subject of the discussion, as you are aware, that we have a new president. DRC is our member state and we have a new president. So it is my duty to come and pay a courtesy to him and understand. Vous savez qu'il y a un nouveau président de la République, en République démocratique du Congo, son Excellence le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Et donc c'était sa responsabilité, elle, en tant que secrétaire exécutive de la SADC, de venir lui rendre une visite de courtoisie et de venir le féliciter pour son accession à la magistrature suprême et s'enquérir auprès de lui de sa vision par rapport aux missions de la SADC dont la République démocratique du Congo est un État membre. C'était aussi l'occasion puisqu'il y a un sommet des chefs d'État de la SADC en Tanzanie, à Dar es Salaam, de lui parler des points qui sont inscrits à l'ordre du jour de ce sommet. Et également, comme on dit dans la tradition africaine, lorsque vous rendez visite à un roi, vous vous attendez aussi à ce qu'il partage sa sagesse avec vous, sa vision et les priorités qu'il entend marquer en tant que membre de la SADC. Donc nous avons eu des discussions très fructueuses et donc je suis très ravi d'avoir eu cette opportunité de m'entretenir avec son Excellence le Président de la République. La délégation des députés provinciaux de la Mongala était conduite par le président de cet organe délibérant, Floribert Nziengi. Elle a exprimé auprès de la présidente de l'Assemblée nationale les difficultés qu'éprouve la Mongala. C'était après lui avoir transmis les félicitations de la base dont l'honorable Janine Mabunda Lioko est l'élu. Il s'agit des difficultés que nous avons là-bas, l'enclavement. Nous voulons aussi que les femmes aussi soient intégrées dans les activités aussi de la Mongala. Nous avons l'espoir parce que nous sommes d'accord et nous sommes conscients que nos desiderata va toujours aboutir à un résultat meilleur. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a eu une oreille attentive face aux différents problèmes lui soumis qui ne tarderont pas d'avoir des réponses appropriées. Le nouveau président du Sénat, Alexis Thabo Mwamba, a pris officiellement ses fonctions ce mercredi à l'issue de l'opération de remise-reprise avec le bureau provisoire. La cérémonie s'est déroulée en présence de tous les membres élus du bureau définitif qui étaient en face de ceux du bureau provisoire. Alexis Thabo Mwamba est conscient de l'immense tâche qui l'attend au percheur du Sénat et des défis majeurs à relever avec le concours de tous les autres membres du bureau. Dans son premier discours, après son élection, Alexis Thabo Mwamba n'a-t-il pas déclaré « Le Sénat est et reste le stabilisateur institutionnel indispensable à une démocratie apaisée et nos prédécesseurs l'ont bien montré au cours de la longue législature précédente. Le Sénat protège les citoyens des lois parfois votées dans la précipitation, sous des pressions médiatiques du moment, des excès éventuels de l'exécutif, influencés par la proximité d'élections ou des problèmes face à l'opinion publique. C'est ce contre-pouvoir exigeant qu'incarne le Sénat, qui va nous obliger à nous opposer avec discernement, sans les excès de postures partisanes, aux artifices de communication et aux effets de mode qui caricaturent le passé, idéalisent le présent et feraient croire qu'on passe de l'ombre à la lumière, de l'ancien monde au nouveau monde.
Les documents de la remise et reprise concernent entre autres la synthèse des activités parlementaires, le rapport financier et les arriérés législatifs. Une photo de famille a clôturé la cérémonie. Ensuite, chaque membre a pris possession de son bureau. C'est le cas du président lui-même, Alexis Thambwe Mwamba, qui a visité son cabinet, ainsi que le premier vice-président Sami Badibanga, le deuxième vice-président John Tibasima, accompagné du secrétaire général du Sénat Gilbert Kikoudi. Le rapporteur Kaumba s'est installé également immédiatement après la cérémonie de remise-reprise. Le questeur adjoint Roli Lelo a visité lui aussi les différents bureaux de son cabinet sous la conduite du service du protocole. La vision du président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba, pour la Chambre haute du Parlement est de maintenir les caps d'une institution de référence laissée par son prédécesseur Léon Kengo Addondo. Pour assurer son bon fonctionnement, il compte moderniser cette deuxième institution du pays, question de lui permettre de mieux s'acquitter de sa mission, à savoir légiférer et contrôler l'action du gouvernement. Pour les provinces, il est décidé à soutenir l'effectivité de la caisse de péréquation. Cette vision a fait l'objet de la première réunion de prise de contact avec tous les membres du bureau définitif du Sénat. Que nous avons fait l'état des lieux. Pour le moment, nos priorités, c'est de mettre tout en place pour que les sénateurs puissent partir en vacances dans les meilleures conditions. J'ai donné les instructions pour qu'on trouve les solutions nécessaires à cela. Sur le plan de la gestion de la chambre haute, je vais tout faire pour profiter de la période de vacances pour réfléchir sur le mode de gestion moderne que je voudrais pouvoir intégrer de telle façon qu'à partir de la rentrée, nous ayons une approche quant à la gestion du Sénat. J'ai l'ambition de faire en sorte que tous les votes soient désormais électroniques. J'ai tout un programme informatique qui est dans ma tête, que je vais finaliser avec les experts et qui devrait pouvoir démarrer à partir de la prochaine session parlementaire. Si on ne l'a pas fini pour la prochaine session parlementaire, en tout cas pour la session de mars, nous l'aurons déjà réalisé. Il a saisi cette opportunité pour visiter toutes les installations de cette Chambre haute du Parlement, question de s'imprégner des réalités du fonctionnement de cette institution. C'était une conférence de presse de clarification, mais aussi des rappels à l'ordre pour des brebis égarées. La présidence de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliée, Néné Ilunga Nkoulou, a déclaré que seule la majorité parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat découle de l'accord politique scellé entre les deux forces politiques en République démocratique du Congo, CAP pour les changements et les fronts communs pour le Congo. Au cours de ces points de presse animés à l'hôtel Rotana, l'élu de Malemba Nkoulou a rappelé avec insistance que cet accord reste le gage de l'alternance, de la bonne gouvernance, de la paix durable ainsi que de l'essor économique du peuple congolais. Ceci enlève toute illusion de négociation d'une autre majorité parlementaire et à tout acteur politique en mal de positionnement. Le regroupement politique AFDC-A stigmatise la manipulation de l'opinion par le sénateur Modeste Bahati Lukwebo consistant à donner des faux chiffres des élus qui lui seraient encore fidèles et en adoptant une fausse posture de gagnant. Il n'y a pas dédoublement de la FDCA car le seul regroupement reconnu est régi par l'acte d'engagement signé au mois de février dernier et qui appartient noir sur blanc au Fonds commun pour le Congo et celui dirigé par l'honorable Néné Ilunga Nkoulou. Nous tenons à remercier les honorables sénateurs du FCC, plus particulièrement ceux de l'AFDCA, pour la discipline et le sens élevé d'hommes d'État dont ils ont fait preuve à la face du monde en respectant la ligne de conduite de l'autorité morale du FCC. À cette occasion, elle a martelé que cet accord politique conclu entre les deux forces en vue de la formation du gouvernement dénie toute autre négociation d'une supposée majorité parlementaire telle que prétend
véhiculer un acteur politique à mal de positionnement. L'AFDCA poursuit Néné Ilunga-Nkoulou, stigmatise la manipulation de l'opinion par les candidats malheureux au sénatorial et réaffirme son soutien sans faille au président du Sénat, Alexis Ntambwe Mwamba, brillamment élu dans la discipline. Néné Ilunga-Nkoulou a rendu un vibrant hommage à l'autorité morale du Front commun pour le Congo, Joseph Kabila Kabange. La présidence de l'AFDCA, Néné Ilunga-Nkoulou, rappelle que l'histoire du Congo a donné une belle leçon de démocratie aux acteurs politiques. Une assistance essentiellement féminine pour célébrer la Journée internationale de la femme africaine. Mouvement associatif des femmes, représentation de la société civile, les partenaires au développement tels que la JICA, la ministre des Droits humains, Marie-Ange Mouchobekwa, et celle de la Culture et des Arts, Astrid Madiantoumba, ainsi que les représentants de l'Union africaine se sont retrouvés à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères sous l'égide du ministère du Genre, Enfants et Familles pour évoquer les sujets liés au rôle historique des femmes en Afrique et leur capacité à réaliser et conduire les changements sur les continents. La patronne du genre, Chantal Safoulo-Poussa, également présidente du comité technique spécialisé genre de l'Union africaine, dont les messages s'est articulé sur les thèmes du jour. Promouvoir la paix en garantissant l'honneur de la femme africaine a fait un plaidoyer pour un appui des pouvoirs publics à l'échelle africaine à la promotion des droits de la femme. Pour la représentante de l'ONU Femmes, Awa Ndiaye, la journée dédiée à la femme africaine doit offrir aux Africains un cadre d'échange avec les décideurs politiques sur le droit de la femme pour une base solide dans les développements du continent noir. Les Lualaba et les Haut-Katanga prennent part active à ces congrès avec une importante délégation conduite par les vice-gouverneurs du Lualaba, Fifi Mansouka Saini, et la ministre provinciale en charge du genre du Haut-Katanga, Aziza Mounana. Les programmes prévoient des travaux en panel et plénière pour la mise en commun. L'élément déclencheur qui a institué cette journée, c'est la toute première rencontre des femmes africaines à Dar es Salaam en Tanzanie qui a vu naître, et voilà 50 ans, la conférence des femmes africaines. Et au fil du temps, la date du 31 juillet a été choisie à l'issue du premier congrès de l'Organisation panafricaine des femmes OPEF à Dakar, au Sénégal. Les meilleures infirmières du pays sortent de cette école. L'Institut supérieur de sciences infirmières de Montcollet organise la filière en sciences infirmières. Avec cette particularité cette année, le système LMD, licence, maîtrise, doctorat, axé sur la compétence. Des infirmières qui prendront soin de malades dans toutes leurs dimensions, c'est-à-dire les 5 dimensions de la personne, qu'elles ne tiennent pas d'abord compte de l'argent, mais d'abord de la personne. Et cela fait partie de l'humanisation de soins, qui fait partie des compétences que nous voulons à ce que nos étudiantes puissent acquérir. Et ça sera aussi un grand plaisir pour nous de voir nos étudiantes parmi les infirmières de qualité, et ça fera un grand plaisir, un grand honneur pour ici. Parmi ces lauréates qui ont parachevé leur cursus universitaire, 9 d'entre elles ont bénéficié des bourses d'études de la Fondation Mapon. Son président a eu ces mots à leur endroit. Nous ne pouvons qu'insister sur la nécessité d'avoir une infirmière de qualité pour sauver les vies humaines. C'est donc par votre sourire, c'est donc par votre disponibilité, c'est par votre bonté et par votre compétence que ces malades peuvent effectivement attendre avec assurance le médecin qui viendra les soigner. J'ai toujours pensé que la santé et l'éducation constituent le pilier du progrès de l'humanité. Santé et éducation, pilier de tout développement. Les scientifiques estiment que l'appui de la Fondation Mapon au secteur de l'éducation est appréciable. La Fondation Mapon est un partenaire privilégié de l'ICI Montcollet, raison pour laquelle cette institution l'a décoré au titre de l'ordre de l'ICI. Plus de 140 pêcheurs de Kiavinyonge détenus par la marine ougandaise. Et pourtant, une centaine venaient d'être déjà condamnés à de peines allant de 3 mois à 3 ans par la justice ougandaise. Accusés d'avoir pratiqué la pêche illicite dans les zones ougandaises sur le lac Édouard, le pêcheur de Kiavinyonge plaide pour une démarcation de la frontière sur le lac conformément à l'accord bilatéral sur la gestion durable des ressources halieutiques et d'aquaculture dans les passants de lac Albert et Édouard, accord signé
signé en octobre 2018 à Kampala par la partie congolaise représentée par le ministre de la Pêche et Élevage, Daniel Paluku Kisaka Yere, et la partie ougandaise par son vice-ministre Christopher Kiwanzanza. Les ministres AI de la Pêche et Élevage en appellent au respect des accords signés. Le gouvernement a déployé toute une équipe pour y travailler. Nous avons été à Kampala par 2 fois, échangé avec les autorités ougandaises. Et ce n'est pas seulement nos pêcheurs qui sont arrêtés en Ouganda. Il y a même les Ougandais qui ont été arrêtés dans les mêmes circonstances par notre forces marines qui sont à de prison de notre pays. Alors, les prisonniers qui sont arrêtés chez nous, nous allons examiner leurs dossiers. Et ceux qui sont en Ouganda, l'Ouganda examine le plus rapidement possible leurs dossiers pour que les compatriotes retrouvent leur liberté. Les ministres ont, dans la même optique, interpellé le pêcheur des Kavinongé à ne pas détruire les zones de frayeur et à ne pas utiliser les filets prohibés, et cela pour ne plus être tenté d'aller pratiquer frauduleusement la pêche dans les eaux territoriales ougandaises. Des autres démarques dans les installations de la Metelsat au quartier Météo dans la commune d'Ngaliema. Des experts chinois conduits par les conseils économiques de l'ambassade de Chine en RDC sont allés visiter les équipements délivrés par la Chine en faveur de la Metelsat, Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite. Il s'agit notamment des 28 stations automatiques et autres équipements de prélèvement des données météo à déployer dans les 26 provinces qui composent la République démocratique du Congo pour une valeur estimée à plus de 2 millions de dollars américains. J'ai visité les matériaux et l'installation. Je suis très content de voir la bonne condition, le bon fonctionnement de ces équipements. J'espère qu'on va continuer notre collaboration. La Metelsat, qui bénéficie du financement de la Banque mondiale dans le cadre du projet Hydromet, veut mettre à la disposition des provinces de la RDC l'expertise chinoise. Avec le directeur général de la Metelsat, Jean-Pierre Mpundu, la délégation chinoise s'est enquis du bon fonctionnement de cet établissement public appelé à jouer un rôle capital à travers des systèmes d'alerte dans la prévention des risques et catastrophes naturelles dus au phénomène climatique. La station automatique qu'on a implantée à Mbinza ici fonctionne très bien et tout prochainement, nous allons nous déployer avec les techniciens chinois pour installer les autres stations à travers les pays. Ces stations sont là, pour ceux qui ne savent pas, pour servir de la mise en œuvre d'un système d'alerte précoce, notamment sur les inondations urbaines. Une visite guidée dans les parcs météo où a été installée la première station automatique avec faisceau hertzien connecté à l'aéroport international d'Njili via les satellites, a sanctionné le passage du Conseil économique de l'ambassade de Chine en RDC dans les installations de la Metelsat. Co-présidé par le représentant résident du PAM en RDC, le représentant pays de la FAO ainsi que le ministre du Plan par intérim. Cette réunion importante a planché sur la validation du rapport final de la revue stratégique sur la faim zéro en RDC. Elle a pour objectif d'établir un état des liens alimentaires dans le pays pour réaliser la faim zéro et élaborer un document stratégique où le gouvernement peut se référer les défis à relever. Permettra aussi les PAM à mieux soutenir le pays dans les provinces et d'affecter les conflits, les réchauffements climatiques, les éruptions volcaniques. Pour appuyer le pays dans sa stratégie de réduction de la faim zéro, a soulevé les représentants du PAM en RDC, Claude Jibidar. Au nom du gouvernement, le ministre du Plan par intérim, Johanna Skefas, a loué les efforts des agences du système des Nations Unies pour l'accomplissement technique et financier à remplir cet exercice capital facile de la RDC pour éliminer la pauvreté. Le représentant du coordonnateur humanitaire résident en RDC
a quant à lui rappelé que tout ce qui s'est passé en 2018 où tous les États membres se sont retrouvés pour éradiquer sur les objectifs du développement rural ODD en faveur de la lutte contre la faim et la malnutrition selon les statistiques. En outre, le défi à relever sont énormes dans un pays où il y a d'énormes potentialités pour la mise en œuvre sur les ODD, objectifs de développement durable. Propriété de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo, cette concession cédée à la CENI pour usage électoral pourra d'ici quelques jours revenir à son détenteur légal. Cette descente du vice-premier ministre intérimaire en charge de l'intérieur et sécurité Basile Olongo-Pongo, accompagné de l'ambassadeur des États-Unis Mike Heimer et du secrétaire exécutif national de la CENI, Maître Ronsard Malonda Ngimbi. L'expression du gouvernement congolais est de rendre à l'ambassade américaine son domaine afin d'y diriger ses services. Situé sur une vaste étendue, parfois morcelée à divers endroits où fonctionne même un centre médical, la concession pourra recevoir plusieurs bâtiments. Cette concession, c'est une concession privée acquise par l'ambassade des États-Unis depuis 2014, il y a 5 ans. Je suis venu me rendre compte de l'exécution de recommandations du président de la République qui a trouvé que non, il était temps que l'on puisse libérer cette concession qui appartient à l'ambassade des États-Unis. Alors, le travail est en train d'être fait. On verra avec la CENI dans combien de temps ça peut être possible pour que tout ça soit évacué. Le vice-premier ministre intérimaire Basile Olongo-Pongo a promis à l'ambassadeur américain d'agir dans un bref délai. En République démocratique du Congo, il a été constaté la violation systématique de la loi portant la sous-traitance ainsi que la sous-information et la mauvaise application de la réglementation. Organisée par ARSP, Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, structure qui définit la création, l'organisation et le fonctionnement des entreprises dans leur secteur indiqué, cet atelier a eu pour objectif d'échanger avec les entreprises sur leurs expériences en la matière. La sous-traitance ne concerne pas que le placement des personnes. Le placement des personnes n'est qu'un aspect de la sous-traitance. Mais la sous-traitance va au-delà de cela. Nous différencions les activités de sous-traitance par rapport aux activités que mène une entreprise. Il y a les grandes entreprises multinationales ou autres qui mènent de grandes activités dites principales. Mais pour réaliser leur mission, ils font appel à des petites entreprises ou moyennes qui fournissent différents biens et services pour faciliter la réalisation de leur but premier, de leur objectif premier. Les entreprises ayant pris part à ces assises évoluent dans les domaines des hydrocarbures, des télécommunications, des mines et des infrastructures. Dans les 30 jours à dater d'aujourd'hui, nous allons lancer la campagne d'enregistrement et d'identification des entreprises de sous-traitance et la délivrance des agréments. Seules les sociétés de sous-traitance qui détiendront un agrément seront éligibles à agir, à opérer sur le marché de la sous-traitance. De cet atelier d'implémentation sectorielle, les réflexions ont été faites sur l'application du décret numéro 18/019 définissant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé, conformément à la loi de 2017 sur la sous-traitance. Le forum sur l'entrepreneuriat a réuni à Abuja, au Nigeria, autour des chefs d'État africains, environ 2500 jeunes venus de tous les pays. Cette initiative de l'homme d'affaires nigérian, Elumelu, a été une opportunité saluée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. 52 jeunes entrepreneurs congolais ont activement participé à ce forum dont l'enjeu est de taille. Et donc l'idée du président de la République, c'est de dire, ok, nous allons mettre en place une structure qui va proposer aux banques une garantie de l'État pour pouvoir aider ces jeunes gens-là. Parce que quand vous venez, vous n'avez pas de maison, pas à hypothéquer. Bon, la banque se dit, ah, et s'il s'écroule, au bout de 3 mois,
j'aurais investi pour rien, j'aurais investi à perte. Et donc, c'est donc ce fonds-là que le président veut mettre en place. Vous pensez bien que quand il y a eu ce forum, il n'a pas hésité un seul instant à rejoindre ses homologues, Paul Kagame du Rwanda, le président Macky Sall du Sénégal, lui-même, et puis il y avait le vice-président du Nigeria. Donc c'était un rendez-vous très important où les jeunes ont pu interpeller leur propre chef d'État. Pour manifester une fois de plus sa détermination à pousser les Congolais à créer des richesses à travers des entreprises privées, le chef de l'État a annoncé la création d'un fonds de garantie pour soutenir des projets élaborés par des jeunes entrepreneurs auprès des banques commerciales. L'objectif qui est visé, c'est, comme l'a dit le président de la République, l'interconnectivité. Donc aujourd'hui, les chefs d'État ont compris et ils essayent maintenant de donner une nouvelle vision à l'Afrique. C'est cette vision de l'interconnectivité et qui passera naturellement par l'abolition des frontières. Bon, abolition, peut-être c'est un gros mot, mais faciliter le déplacement des personnes, des capitaux, des biens. En actionnant à la fois la diplomatie et le marketing de la République démocratique du Congo au plus haut niveau, Félix-Antoine Tshisekedi veut que la voix de son pays soit entendue et respectée sur la scène internationale, dans les organisations régionales et internationales. Gemena, chef-lieu de la province du Sud-Bangui, a accueilli une forte délégation des sénateurs avec à leur tête le révérend Dr Sangouma Mossai, venu pour l'inauguration de 2 ouvrages d'intérêt communautaire. L'infrastructure sanitaire Mama Jodi, avec une capacité de 12 salles, marque un pas de géant vers l'accès à des meilleurs soins de santé pour la population de la ville de Gemena. C'est le gouverneur de province ad intérim de la province du Sud-Bangui qui a coupé les rubans symboliques à l'ouverture de cette clinique. Bien avant cette dédicace, l'assistance a suivi différentes allocutions sur les motivations de la construction de cette clinique. Pour Madame Janine Sabouli Sangouma, un des plus grands privilèges que le Seigneur a accordé à ses enfants est la possibilité de participer à son œuvre. Elle a été rejointe par le pasteur de Covenant Church qui s'est dit fier de participer à l'amélioration des conditions sanitaires dans le Sud-Bangui. Tout ceci sous la bénédiction du révérend Jules Mboka Ngate, président de la communauté évangélique de Lubangui Mongala. Après l'inauguration de la clinique, c'est le tour de cet imposant immeuble qui abritera désormais le centre communautaire du Sud-Bangui, un somptueux bâtiment en plein centre-ville de Gemena, œuvre du couple Sangouma Mossai. Un centre communautaire est un lieu de concorde au profit de tous, a rappelé le gouverneur de province ad intérim, un apport et un soutien logistique en matière de l'éducation. Ce centre communautaire de Gemena aura pour mission de proposer les activités récréatives et créatives. C'est donc un espace où la population de Gemena et de ses environs viendront passer un moment de convivialité et de tisser des liens entre citoyens. 2 bijoux construits avec l'aide des partenaires, l'un sauvera les vies humaines et l'autre équipera la jeunesse en connaissances diverses. La mission d'inspection de service de l'Office congolais des contrôles dans la province du Congo central s'est terminée à Lukala. À cette dernière étape, le président du conseil d'administration, Placide Tshisompa Tchakatumba, a commencé par sensibiliser la masse laborieuse sur l'importance de l'OCC en République démocratique du Congo. Et après les jeux de questions-réponses, il s'est rendu à Lufu, à la frontière République démocratique du Congo-Angola. Cette inspection de service de l'OCC qu'il a initiée lui a permis de voir comment les laboratoires de Lufu fonctionnent. Lufu devient la porte d'entrée de beaucoup de produits qui viennent de l'Angola. Nous venons inspecter ce poste ou cette section pour nous rendre compte de la réalité, également aussi des conditions dans lesquelles nos agents et cadres travaillent. Pour le moment, je suis satisfait de constater que nos agents et cadres sont motivés, qu'aujourd'hui l'OCC Lufu a la capacité et les équipements nécessaires pour procéder aux analyses d'échantillons de tous les produits qui viennent de l'Angola. J'invite les opérateurs économiques de comprendre qu'ils doivent collaborer avec l'Office congolais de contrôle. Vous savez que notre rôle, c'est de protéger la population. Lorsqu'un opérateur économique s'entête et ne veut pas laisser le travail et laisser travailler les agents de l'OCC, nous avons la possibilité, nous avons le pouvoir de détruire tous les produits non certifiés par l'OCC. J'invite les autres opérateurs économiques qui sont en train de monter les usines,
de signer un protocole de collaboration avec l'Office congolais de contrôle dans le cadre de la production locale pour que leurs produits soient certifiés, la qualité de leurs produits doit être certifiée par l'Office congolais de contrôle. Nous sommes l'organisme national de la conformité. S'étant rendu jusqu'à la frontière, l'honorable Placide Tshisomba Tchaka Tumba, PCA de l'Office congolais de contrôle, a palpé les réalités sur le terrain et a pu voir le grand défi auquel font face les agents et inspecteurs commis à la frontière qui sont en nombre insuffisant, d'où la nécessité d'étudier la possibilité de demander une dérogation à la présidence de la République afin d'augmenter les ressources humaines de l'OCC dans cette partie du pays. Cette chanson, c'est l'ultime dédicace, hommage de l'orpheline à son défunt père qu'elle ne reverra plus. C'est ici, à la nécropole, entre terre et ciel, que Gérard Nkulu-Mwenze reposera pour l'éternité. Pour l'accompagner à ses derniers voyages, la famille biologique, les proches, les Gotha politiques de la République démocratique du Congo. Le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, membre de la grande famille Tanganyika, a marqué une pause entre consultations pour être de la partie. Honorer cette grande figure de l'espace Grand Katanga, mais aussi de la République. C'est mercredi, jour de l'inhumation, les derniers moments d'hommage ont eu lieu à l'espace Kin Miséricorde. Devant ces corps inertes, Ilunga Ilunkamba s'est encore une seconde fois incliné, consoler la famille. La grande famille du Tanganyika, à travers toutes les associations, a répondu présent. Les chefs du gouvernement, entourés de plusieurs responsables politiques, ont participé aux côtés de la famille éplorée au culte célébré sur place, dirigé par la cathédrale du centenaire protestant. La méditation était centrée sur la place première à réserver au Christ avant tout. Les actes des chrétiens doivent être calqués sur le modèle du Christ. La soixantaine révolue, Gérard Nkulu-Mwenze, homme de principe, de conviction, conservateur de l'identité congolaise, selon les témoignages de ses camarades du PPRD, son parti, est originaire du territoire de Kabalo dans les Tanganyika, où il a été élu à 2 reprises. La perte de cet homme politique, grand stratège et leader de sa province, est douloureuse et immensement ressentie auprès des originaires de Tanganyika, qui avaient encore besoin de lui pour ses talents d'encadreur de masse. À l'image du nouveau Premier ministre Ilunga Ilunkamba, membre de la grande famille du Tanganyika, Gérard Nkulu-Mwenze restera un modèle.